Alors Abdelmalik, vous êtes né à Paris, petite enfance au Congo, Brazzaville, votre père haut fonctionnaire, et puis un jour c'est le retour en France, et là c'est épouvantable. Vous vous retrouvez à Strasbourg, à la cité du Neuhof, votre famille vit d'aide sociale, parce que votre père il n'a pas vraiment envie de bosser, il faut dire les choses. Ouais. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'on lui propose un boulot, il trouve une bonne raison de ne pas le faire. Ouais. Donc il vit de l'aide sociale et en plus avec un complexe, parce que votre père c'est un mec très brillant, c'est une tête comme on dit, hein, vraiment une tête. Et d'un seul coup, il vit très mal cette situation en cité, dans la banlieue de Strasbourg, après avoir été un conseiller du gouvernement congolais et puis aussi avoir présenté des journaux télévisés à la télévision congolaise. Voilà. Alors, vous dites, c'est marrant dans votre bouquin, vous dites c'est un peu la famille typique, c'est-à-dire le père, il est coureur, Ouais. très coureur. Ouais. Les coureurs, c'est dans la culture africaine, ça se voit souvent. Dans Ouais. la culture congolaise, ça se voit aussi. Ouais. Mais bon, C'est le pays des sapeurs et des coureurs. c'est le pays des sapeurs et des coureurs. Eh Exactement. Oui. Bah oui. Exactement. Donc, votre mère a 3 enfants avec votre père, et quand le 4e naîtra, votre père est déjà parti malheureusement, parce Ouais. que vos parents se séparent. Votre mère se retrouve sans emploi, Ouais. avec 50 000 balles de dette. Ouais. Et elle se met à boire, mais vous dites que finalement, ça s'est jamais vu. Elle a toujours été extrêmement digne. Ouais. Et même si des fois il n'y avait rien à bouffer, il y avait beaucoup de petits déjeuners à la place des vrais déjeuners, vous Ouais. dites dans votre bouquin, finalement ça a toujours été très digne et ça n'a jamais été Ouais. sordide, quoi. Ouais, totalement. Ma mère, c'est une femme incroyable parce que, bon, elle a été à la fois, et elle est toujours notre mère et notre père en même temps. Ouais. Et c'est vraiment un référent. Et moi, je me suis construit par son comportement, par sa manière d'être au monde. Et son courage, sa façon aussi de toujours avoir de l'espoir. Ouais. Elle avait une phrase, et j'en parle dans le bouquin, elle disait comme ça, ne plus avoir d'espoir, c'est ça le péché. Ouais. Et vraiment, et on a grandi comme ça, une catholique fervente. Ouais. Catholique à l'époque. Ouais. Alors le début des bêtises pour vous, c'est vers 8-9 ans. Hein. Ouais. Alors au début, vous chapardez des friandises. Bon, c'est pas très grave, mais après, quand même, il y a des petits cases d'appartement. Enfin, ça commence à devenir un petit peu... Oh là là. Voilà. Ouais, Et ouais. malgré tout... Malik, offre-leur la télé. Voilà. Alors malgré tout, vous avez d'excellents résultats scolaires. C'est ça qui est extraordinaire chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, bon, vous avez une vie assez proche d'une délinquance Ouais, mineure, mais quand même. Non, totalement, c'est-à-dire... Voilà. Et en même temps, des très bons résultats à l'école, ce qui fait qu'on vous met dans le collège privé Sainte-Anne, Ouais. collège catho, qui est celui de l'élite à Strasbourg. Ouais, complètement. C'est-à-dire que ben, moi, c'est pas presque délinquant. J'étais un véritable délinquant. Au départ, petit délinquant et après délinquant pickpocket. Ouais. Et donc, tu peux faire attention à tes poches, peut-être. et donc mais en même temps, j'avais cette sorte de personnalité morcelée, en fait, intérieurement. Ouais, C'est-à-dire qu'à la fois... Une double vie, quoi. Double vie. Même après, presque triple vie aussi. J'étais dans une espèce de schizophrénie parce que il est essentiel, quand on vient de cité, eh ben, c'est essentiel d'être fort dans son milieu. Ouais. Donc d'être vraiment dans son milieu et de ne pas se faire écraser, en fait. Ouais. Et moi, j'ai grandi comme ça, mais en même temps, j'aimais vraiment l'école, j'avais une vraie passion pour le savoir. Ouais. Et donc ce qui fait que, aussi, à ce niveau-là, je voulais exceller aussi, en suivant l'exemple de mon père. Le meilleur pickpocket et le meilleur à l'école. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'était ça mon... Alors quand votre frère Arnaud se convertit à l'islam, bon, ça vous intéresse, mais enfin, vous continuez effectivement toujours vos petits vols, et vous commencez à dealer. Ouais. Voilà. Ouais. Jusqu'au jour où vous-même vous convertissez à l'islam, vous appelez plus Régis, et vous appelez Abdelmalik. C'est en fait, Régis en latin, ça veut dire roi, et Malik aussi. ça veut dire, donc, Ouais. c'est une continuité. Mais si je peux dire, c'est que aussi au départ, j'avais vraiment, dès le départ, j'avais une quête spirituelle aussi. C'est-à-dire que dans le catholicisme, je me posais énormément de questions, c'est-à-dire quand je parlais de triple vie, c'était ça aussi. Délinquant, je travaillais bien à l'école, mais en même temps, j'avais vraiment aussi cette quête spirituelle. Donc j'étais sur ces 3 tableaux. Alors au début, et c'est là où c'est dangereux, parce qu'on parlait tout à l'heure de Steven, qui lui, bon, bah, c'était la télé, la radio, les galas, l'argent, l'alcool, etc. Le temps qui court, effectivement. Vous, le danger qui vous a menacé,
c'est l'intégrisme. Ouais, il faut comprendre que lorsque moi je suis rentré en islam, c'était pas, pour moi, je parle pas de conversion en fait, au départ. C'était vraiment une continuité dans le sens où la spiritualité de mes parents, eh ben, j'avais l'impression que maintenant, en rentrant en islam, je prenais celle qui me correspondait davantage. Et, mais malheureusement, très vite, d'une quête spirituelle authentique et véritable, j'ai adhéré à un point de vue que des personnes avaient de l'islam, et pas de l'islam même. En fait. Voilà, on a bien compris. Donc à ce moment-là, vous commencez à adhérer à cette idée que le monde occidental est victime d'un cancer, qu'il a décadence, et que seul l'islam peut soigner cette décadence, enfin, qui est un peu le parti pris des salafistes. Hein. C'est ça. C'était mon point de vue. J'étais dans la vérité, les autres dans l'erreur. Alors, ce qui vous a sauvé, on peut dire, c'est que vous aimez beaucoup la musique, vous faites du rap avec un groupe assez célèbre dans la région qui s'appelle NAP, absolument. Et ces gens-là, heureusement pour vous, pour eux, la musique, c'est haram, c'est péché. Ouais. Et donc, comme la musique, c'est péché... Il a parlé arabe, Thierry. Oui. Comme la musique, c'est péché... vous commencez à vous poser des questions. Et un jour, l'émir de votre groupe vous demande d'arrêter de faire de la musique. Et il vous dit, moi, j'ai jeté à la poubelle tous mes disques de Barry White. Alors là, vous commencez Dans quelle poubelle? Non, mais là, vous commencez à vous dire... C'était assez marrant parce qu'il y a une anecdote comme ça, et j'en parle dans l'ouvrage. C'est que... Donc, j'étais avec ce groupe avec mes co-rélégionnaires, on va dire. J'étais avec eux et on allait de ville en ville où on prêchait en fait. Et, mais en même temps, en parallèle, puisque je faisais de la musique en cachette, puisque c'est considéré comme illicite. Un péché. Ouais. Et donc, partant, en tout cas par ces gens-là. Par les intégristes, bien sûr. Et à partir de là... on est allé dans une ville et lorsqu'on est arrivé dans la ville, les jeunes de la cité m'ont reconnu. Et ils m'ont demandé des autographes, tout ça. Et donc ma couverture sautait tout d'un coup. Et donc l'émir du groupe me dit il faut arrêter la musique, etc. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, avec mon groupe, ce qu'on partageait, c'était plus que de la musique. Et qu'on continue à partager vraiment ce rapport fraternel, cette envie par la musique de transcender notre condition sociale, etc., d'aller plus loin. Et là, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon cœur me disait non. Donc ce qui fait que... C'est une chance, parce que sinon vous étiez sur la route, je dirais, du fondamentalisme. Voilà, et là vous rencontrez le soufisme, et vous avez une phrase formidable, vous dites, finalement, l'islam des banlieues, c'est la banlieue de l'islam. C'est extraordinaire. Ben, c'est vrai, parce qu'il faut bien comprendre que par rapport à l'islam, on parle énormément, par rapport à l'islam, il y a un amalgame, c'est-à-dire que autant des personnes eux-mêmes qui pratiquent, et autant des gens qui... C'est-à-dire qu'on confond les plans. Et tout d'un coup, on a envie d'exister en société par notre religion. Mais c'est pas comme ça. Dans la société, on existe avec un métier, on existe, je sais pas, en tant que citoyen, en tant que militant. Mais la spiritualité, c'est d'abord quelque chose qui nous nourrit intimement. C'est quelque chose qui nous met en harmonie, non seulement avec nous-mêmes, mais avec le monde. Et cette spiritualité, moi, il se trouve mon parcours personnel que je suis musulman. Mais en réalité, que ce soit une spiritualité juive, chrétienne, bouddhiste, qu'importe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, des fois, on a des aberrations. Enfin, moi, ce que je considère être des aberrations, j'entends, on dit alors, islam et laïcité, islam et modernité. Mais en réalité, c'est un non-sens tout ça. Parce qu'en réalité, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit intimement. C'est des faux antagonismes. C'est des faux antagonismes en réalité. Et c'est quand on mélange, quand tout d'un coup, on existe socialement par sa religion. Ce qui et ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est formidable, c'est que vous irez avec le père Émile Choufani à Auschwitz, avec des juifs, avec des musulmans. Vous irez là-bas, sur place. En fait, mon guide spirituel, il parle pas énormément. C'est-à-dire qu'un guide spirituel, c'est pas un maître à penser. C'est quelqu'un qui nous nourrit de sa présence. Comme quand on aime quelqu'un, il est là, je suis là. On est là, qui écoute et plus qui écoute, qui nous nourrit de son influx intérieur. C'est comme lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime une femme, ou un homme ou une femme, enfin qu'importe, on est là, et on est bien. Et c'est ça. Et un jour, il a dit une phrase comme ça, que je répète souvent. Il a dit, dans le jardin, les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique, l'eau est une. Et à partir de là, ce que je vivais, ça ne pouvait que se manifester extérieurement à un moment donné. Donc, lorsqu'on m'a appelé pour ce voyage à Auschwitz, pour moi, c'était normal
sur plein de plans. Déjà symboliquement, en tant que musulman, de dire voilà, c'est vrai que moi je suis musulman et que je suis noir et que je viens de citer, mais qu'importe, je suis avant tout un homme avec un cœur qui bat. Et que finalement finalement, l'histoire de la Shoah, ça ne concerne pas seulement les Juifs, ça nous concerne tous. Vous avez pris conscience de l'universalité de la Shoah? Totalement. En allant à Auschwitz. Et à partir de là, j'ai lié des amitiés véritables, sincères avec des Juifs, avec mes frères juifs, avec des amis juifs. Et ce qui est bien, c'est que bon, non seulement il y avait des juifs, mais il y avait aussi des francs-maçons, des chrétiens, des non-croyants également, et aussi des arabes israéliens, enfin. Et en revenant de là, je me suis dit, ça, Malik, ça doit être ton combat. Ton combat, ça doit être un combat d'amour. À partir de... Toi, tu viens du rap. Toi, tu viens de ce monde où soi-disant c'est la haine, où soi-disant l'humanité s'arrête là. Eh bien, toi, tu vas montrer, parce que tu le vis intimement, tu vas passer du paraître à l'être. Tu vas montrer à un moment donné qu'il s'agit tout simplement d'être. Et que finalement, qu'on soit noir, vert, jaune, rouge, qu'importe. Et il y a un truc magnifique qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai sorti le bouquin et le disque, j'ai reçu une lettre d'une mamie de 80 ans qui me dit qu'elle a acheté mon bouquin et mon disque et qu'elle écoute du rap. Et qu'elle écoute ça et qu'elle trouve ça magnifique et que voilà. Et c'est ça mon combat, c'est que au-delà de nos vêtements, il y a juste des femmes et des hommes avec un cœur qui bat. Voilà.